Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Al24 News pour le premier 13h de 2022 à la une de l'actualité de ce samedi 1er janvier. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, s'est engagé pour une nouvelle constitution qui sera adoptée par un référendum. Et cette note d'espoir, peut-être qui nous vient d'Afrique du Sud, selon des experts sud-africains, le pays aurait dépassé le pic de la vague Omicron sans pour autant recenser plus de décès. Au lendemain de l'entretien téléphonique entre Biden et Poutine, le président russe a affirmé qu'il avait défendu fermement les intérêts de la Russie en 2021, malgré une année difficile marquée par de nombreuses zones de turbulence. Sport football, le match Algérie-Gambie n'aura finalement pas lieu. L'adversaire du jour a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre. Au Soudan, le Conseil de souveraineté soudanais ordonne des mesures judiciaires aux autorités du pays à la suite des violences qui ont accompagné les manifestations de jeudi dernier et qui auraient fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. Plus de détails avec Sourila Akilal. Suite aux manifestations qui ont eu lieu jeudi dernier au Soudan, lesquelles ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre, faisant selon le syndicat des médecins au moins 4 morts et plusieurs blessés, le Conseil de souveraineté soudanais a dans un communiqué rendu public vendredi, je cite, condamné fermement les événements survenus pendant les manifestations qui ont fait des martyrs et des blessés, et d'ajouter, le Conseil a ordonné aux autorités compétentes de l'État de prendre toutes les mesures judiciaires et militaires pour remédier à de tels incidents afin qu'ils ne se reproduisent plus et qu'aucun agresseur n'échappe à la justice. Coupure du réseau Internet et des communications téléphoniques locales et internationales, les autorités ont tenté par tous les moyens d'empêcher les manifestants de se regrouper, allant même jusqu'à barrer dès mercredi soir les ponts reliant la capitale à ses banlieues. Mais cela n'a pas empêché les Soudanais de sortir dans les rues pour réclamer un état civil. Depuis le coup de force du 25 octobre 2021, le Soudan peine à se remettre des tensions politiques liées notamment au dernier coup de force de l'armée ciblant le gouvernement en place depuis 3 ans. L'accord du 21 novembre dernier, signé entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre Abdallah Hamdouk, dans lequel les deux parties se sont engagées à travailler ensemble pour achever la transition démocratique, a été rejeté par les forces politiques et civiles soudanaises. Au Tchad, pour ses premiers vœux télévisés à la tête de l'État, Mahamat Idriss Déby a annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif pour le 15 février 2022. Au cours de cette allocution, le président du Conseil militaire de transition s'est engagé pour une nouvelle constitution adoptée par un référendum. Détail avec Amin Toutah. Un dialogue national inclusif pour le 15 février 2022 au Tchad. Une date avancée par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, lors d'un discours prononcé le 31 décembre. Idriss Déby a déclaré que les conclusions des assises seront pleinement exécutoires, qui ouvriront la voie vers une nouvelle constitution approuvée par un référendum et des élections générales. Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l'issue duquel une nouvelle constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées. Une initiative dont les réactions de l'échiquier politique du pays sont attendues, y compris l'opposition. D'autant plus que Idriss Déby a promis de préserver le caractère crédible et transparent des élections. Pour rappel, Mahamat Idriss Déby Itno est à la tête du pouvoir après la mort de son père Idriss Déby Itno, assassiné au mois d'avril 2021 dans des combats contre des rebelles.
Et le Niger va expulser pour raisons diplomatiques 8 Rwandais, anciens dignitaires du régime Hutu, responsables du génocide des Tutsis en 1994, récemment accueillis en vertu d'un accord avec l'ONU. Selon un arrêté ministériel, 4 de ces 8 Rwandais ont été acquittés par le tribunal pénal international pour le Rwanda et les 4 autres ont purgé la peine à laquelle ce tribunal onusien les avait condamnés. Et il faut rappeler qu'entre avril et juillet 1994, le génocide a fait quelques 800 000 morts selon l'ONU, majoritairement issus de la minorité Tutsi. 3 casques bleus de la mission onusienne en République centrafricaine ont été blessés, dont 2 grièvement atteints dans une explosion survenue vendredi dans le nord-ouest du pays, annoncé la mission onusienne dans un communiqué. Cette nouvelle explosion survient 24 heures après celle enregistrée jeudi dans le sud-ouest du pays, au cours de laquelle 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés. Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé vendredi l'arrestation d'un dangereux terroriste appartenant à l'organisation terroriste Daesh suite à une opération préventive à Kasserine dans l'ouest du pays. Le communiqué indique que l'arrestation de ce terroriste a eu lieu près du mont Jebel Saif. Et dans le dossier santé, 395 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en Algérie, 230 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Et cette note d'espoir à présent, peut-être qu'il nous vient d'Afrique du Sud. Selon des experts sud-africains, le pays aurait dépassé le pic de la vague Omicron sans pour autant recenser plus de décès. Les détails avec Amalam Zianzitouni. C'est une lueur d'espoir pour l'ensemble de la planète face à la flambée des contaminations au variant Omicron. L'Afrique du Sud sort enfin la tête de l'eau suite à la puissante vague qui a frappé ce pays austral. Le gouvernement sud-africain a annoncé que son pic est passé et que le nombre de morts a augmenté de façon marginale. Les nouvelles contaminations ont baissé de 30% la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant. Malgré une très haute transmissibilité du variant Omicron, le nombre d'admissions à l'hôpital a diminué dans 8 des 9 provinces. Les restrictions sanitaires sont alors progressivement allégées. Le couvre-feu en place depuis 21 mois est enfin levé à la veille du Nouvel An. Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans l'espace public et les rassemblements sont encore limités à 1000 personnes à l'intérieur et 2000 personnes à l'extérieur. Les autorités espèrent accélérer la vaccination qui patine avec seulement 15,6 millions de personnes complètement vaccinées pour une population de 59 millions. Pays africain officiellement le plus touché, l'Afrique du Sud compte plus de 3,4 millions de cas et 91 000 décès. Ils sont moins de 13 000 cas qui ont été détectés au cours des dernières 24 heures. Et en Europe, la Grèce a enregistré vendredi 21 657 cas de contamination par le coronavirus, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis l'apparition de ce virus dans le pays l'année dernière. Les autorités sanitaires grecques ont annoncé dans un communiqué que le nombre des cas d'infection par le virus a doublé ce vendredi par rapport aux quelques 9000 cas enregistrés jeudi dernier. Et la France qui a enregistré ce vendredi un nouveau record absolu, 232 000 contaminations au Covid-19 en 24 heures. Selon les chiffres publiés par Santé publique France, le nombre de contaminations dépasse la barre des 200 000 cas pour la 3e journée consécutive. Le variant Omicron est désormais largement majoritaire avec 62,4% des nouvelles contaminations. En France toujours, la scène politique française divisée par le projet de loi du gouvernement concernant l'application d'un pass vaccinal. Le pass devrait entrer en vigueur le 15 janvier, malgré les vives protestations des partis d'opposition. Safouane Ben Sapri. Débat houleux au sein de l'Assemblée nationale, accusations de restriction de liberté, menaces de mort. Le pass vaccinal divise plus que jamais le paysage politique français.
Des partis qui sont traditionnellement en désaccord s'opposent frontalement à l'application d'un pass vaccinal aux citoyens français. La France Insoumise, le Rassemblement National et Éric Zemmour font front commun contre les mesures sanitaires du gouvernement. À droite, la leader des Républicains, Valérie Pécresse, pointe du doigt l'impréparation du gouvernement. Elle exige des mesures supplémentaires telles que la gratuité des tests. À l'extrême droite, le refus du pass vaccinal est aussi brutal qu'il l'avait été pour le pass sanitaire. Pour Marine Le Pen, comme pour Éric Zemmour, toute forme de pass est considérée comme une restriction des libertés fondamentales. À l'Assemblée, les députés opposés au texte appuient leurs propos à l'aide d'une pétition qui dit non au pass vaccinal et non à la discrimination des Français. La pétition en question a déjà réuni plus de 800 000 signatures. La position du gouvernement, quant à elle, est délicate, accusée de porter atteinte aux libertés individuelles, au point où des députés de la majorité font l'objet de menaces de mort, comme l'a déclaré Patricia Miralles, députée de La République En Marche. Depuis la première loi sur le pass sanitaire, je dois être à une trentaine de menaces de mort, de décapitation. Ce n'est pas rassurant, surtout qu'il y a des passages à l'acte. Une chose est sûre, le pass vaccinal divise les rangs et crée des alliances improbables dans une scène politique française déjà polarisée. Et la Turquie rejoint le club des 9 pays qui produisent leur propre vaccin contre le Covid-19. Turcovac, c'est le nom du vaccin national que les services de santé turcs ont commencé à administrer à des patients dans la plupart des hôpitaux du pays. Aucun taux d'efficacité n'a pour le moment été rendu public. Nous restons en Europe, mais pour parler nucléaire, l'Allemagne n'aura plus de centrales nucléaires d'ici la fin 2022. Le 31 décembre, elle a débranché 3 réacteurs de son réseau d'électricité, 2 dans le nord et l'ouest du pays et 1 en Bavière. Les 3 derniers réacteurs restant au sud et à l'ouest suivront dans un an exactement. La catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 avait convaincu en quelques jours l'ancienne chancelière Angela Merkel d'enclencher l'abandon du nucléaire en Allemagne, une décision qui semble être maintenue avec l'arrivée du nouveau chancelier Olaf Scholz. Et la Turquie va pouvoir de nouveau écouler ses produits textiles, son électroménager ou ses matériaux de construction en Arménie. Ervan annonce la levée de l'embargo des produits turcs sur le marché arménien à compter de ce samedi 1er janvier. Il était en vigueur depuis un an en raison du soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan pendant les 44 jours de guerre dans le Haut-Karabakh à l'automne 2020. En Russie, en lendemain d'un entretien téléphonique à fort enjeu avec Joe Biden dans un contexte de vive tension autour de l'Ukraine, le président russe a présenté vendredi soir ses vœux à ses concitoyens. Il a tenu à affirmer qu'il avait défendu fermement les intérêts de la Russie en 2021 malgré une année difficile marquée par de nombreuses zones de turbulence. Mohamed Amin Abelkan. Vladimir Poutine a tenu à souhaiter une bonne et heureuse année au peuple russe. Une allocution qui intervient 24 heures seulement après son entretien téléphonique avec le président américain Joe Biden, dans un contexte marqué de vives tensions autour de la question ukrainienne. Vladimir Poutine affirme ne pas avoir failli à sa mission en défendant fermement et constamment les intérêts du pays, de sa sécurité et celle des citoyens. Chers amis, le plus important est que nous surmontions ensemble toutes les difficultés de l'année qui s'achève. Nous avons protégé ceux qui étaient dans une situation compliquée. Il s'agit des personnes âgées et des familles avec enfants. L'avenir de la Russie. Nous avons défendu de manière ferme et cohérente nos intérêts, ainsi que la sécurité de notre pays et de nos citoyens. L'économie a été restaurée en peu de temps et de nombreux indicateurs montrent que nous sommes en train de réaliser nos objectifs stratégiques de développement. Bien sûr, beaucoup de problèmes restent à régler, mais nous avons traversé cette année dignement et c'est surtout votre mérite, celui des citoyens de Russie. C'est le résultat de votre inlassable travail. Chers amis, chacun à sa place a fait son possible pour remplir son devoir et faire non seulement ce qu'il pouvait, mais bien plus, aider ceux qui ont rencontré des difficultés particulières. Je vous remercie tous de tout mon cœur.
Сердечное спасибо всем вам. Le président russe a également abordé la crise sanitaire liée au Covid-19 et son nouveau variant Omicron. La Russie est l'un des pays les plus durement touchés au monde. L'Agence nationale russe des statistiques a rapporté jeudi plus de 87 000 décès liés au Covid, rien qu'au mois de novembre, un record dans ce pays et plus de 600 000 morts depuis le début de la pandémie. Économie à présent, l'Europe fête les 20 ans de sa monnaie, l'euro, symbole d'une nouvelle ère économique en Europe, ce pilier du projet d'intégration continentale dont les jalons ont été plantés par l'ancien président français François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl devait sceller l'union monétaire de l'Europe. Un sujet signé Kherdin Batash. La monnaie commune de 19 pays parmi les 27 qui constituent l'Union européenne a fêté son 20e anniversaire, au moment où la France prend la présidence de l'UE pour 6 mois. L'euro, émanation de la Banque fédérale d'Allemagne, dirigée à l'époque par Hans Tietmeyer, l'un de ses fondateurs, entre en vigueur le 1er janvier 2002. La monnaie unique remplaçait alors le franc français, le Deutsche Mark, le peso espagnol ou encore la lire italienne, et ouvrait une nouvelle ère économique dans l'histoire du vieux continent. Dans une tribune publiée hier dans plusieurs quotidiens européens, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a estimé que l'euro avait renforcé les Européens pour affronter les crises, notamment pendant la pandémie. Il ne fait aucun doute que nous sommes plus forts grâce à l'euro. Il a joué un rôle essentiel dans la coordination des réponses en Europe. Or, les chocs économiques récents auraient été encore plus durs sans la stabilité et l'intégration que l'euro a conféré à notre marché unique. Mais l'histoire de l'euro est loin d'être un conte de fées, notamment pour certains pays dont l'économie a été secouée par la crise des subprimes, à l'image du Portugal ou encore la Grèce. La politique d'austérité engagée par la Troïka au lendemain de la crise financière, à l'instar de la règle des 3% de déficit, n'a pas laissé que de bons souvenirs. L'engouement et l'espoir qui ont accompagné la création de la monnaie unique censée à l'époque permettre à l'Europe de peser de tout son poids face à un omnipotent dollar américain a laissé peu à peu place au doute. Considéré par beaucoup d'économistes comme l'instrument de la domination allemande au sein de l'Union européenne, la politique monétaire de Bruxelles fait face à de sérieuses contestations, notamment de la part des partis d'extrême gauche et d'extrême droite qui ne cessent d'agiter le spectre d'une sortie de l'euro. Si en effet Berlin a besoin d'un euro fort pour pouvoir payer ses nombreux retraités par système de capitalisation, tout en s'assurant de pouvoir continuer à soutenir son industrie qui dépend des importations hors Union européenne, ce n'est pas le cas des économies qui vivent de l'exportation. Mais au moment où les eurosceptiques entonnent le refrain du « c'était mieux avant », les convaincus voient déjà plus loin. En juillet dernier, la BCE a annoncé le lancement d'une phase de travaux en vue d'introduire l'euro numérique d'ici 5 ans pour répondre à la dématérialisation croissante des paiements et la multiplication des crypto-monnaies. Et un mot sur le secteur automobile en France qui en 2021 a enregistré une bien faible moisson sous le double impulsion de la crise sanitaire, de la pénurie des puces électroniques. Le marché automobile français est resté en 2021 à son niveau historiquement bas de 2020 avec 1,6 million d'unités écoulées selon des données d'immatriculation provisoire du cabinet NGC Data. À noter que le président du Conseil français des professions de l'automobile a récemment annoncé que 60% des concessionnaires envisagent des réductions d'emplois à partir du premier trimestre 2022. Et le lancement par l'Iran de Simorgh, un lanceur de satellite qui devait envoyer 3 appareils de recherche dans l'espace, fait réagir la France qui condamne. Pour la diplomatie française, ce lancement n'est pas conforme à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les États-Unis, de leur côté, se disent préoccupés par le développement iranien de lanceurs spatiaux qui pose un risque de prolifération selon les déclarations du porte-parole du département d'État américain. Et les autorités irakiennes ont annoncé vendredi la formation d'un comité d'enquête pour déterminer les causes de la mort de 20 personnes d'une même famille lors d'une opération sécuritaire dans la province de Babil, dans le centre du pays. Cela s'est passé lors d'un échange de coups de feu entre un homme recherché pour des accusations de terrorisme et les forces sécuritaires irakiennes.
Et puis cette annonce du Bahreïn qui vient de nommer son premier ambassadeur en Syrie depuis 10 ans, alors que les liens entre les deux pays s'étaient distendus à cause de la situation sécuritaire en Syrie. Cette nomination fait suite à d'autres dans la région du Golfe, à l'image des Émirats arabes unis qui avaient aussi ouvert leur représentation diplomatique en Syrie fin 2018. Sport, football, le match Algérie-Gambie n'aura finalement pas lieu. L'adversaire du jour a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre sous prétexte que cette sélection enregistre l'absence d'un gardien de but. La Fédération algérienne de football déplore cette attitude qui fait preuve d'un grand manque de professionnalisme et de respect vis-à-vis des parties ayant tout mis en place pour la réussite de ce match de préparation. Aussi, la réaction désinvolte du sélectionneur de la Gambie qui n'a pas hésité à faire des annonces avant même la prise de décision officielle d'annulation. Un acte irrespectueux pour les plus sages. Et l'Algérie, comme le reste du monde, a fêté le Nouvel An à l'image de Tarit, dans le sud du pays, qui a accueilli cette nouvelle année avec une ambiance festive, signe de l'engouement que portent les Algériens pour le tourisme saharien, spécialement durant cette période de l'année. Et en parlant d'ambiance, petit tour d'horizon dans les grandes capitales du monde et leur célébration de la nouvelle année 2022. Je vous laisse apprécier ces images. 축포가 오릅니다. 새해 애국의 피로 그리고 목숨처럼 서리 바라보
Voilà, c'est avec ces belles images de joie et de communion que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les couleurs du ciel dans la page météo avec Amel Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.